Donc je vais commenter la dernière partie de la vidéo PLO 400 sur 4 tables. Alors dans cette dernière partie, je vais essayer d'avoir une approche un peu plus high stakes, c'est-à-dire que je vais essayer de plus considérer des lignes alternatives qu'on pourrait avoir contre des forts joueurs. Alors on a vu que l'opposition était assez médiocre et donc on pouvait les exploiter très facilement avec énormément d'agression de pré-flop. Et évidemment ne jamais stacker light contre des joueurs assez loose passifs post flop. C'est vraiment la base du PLO face à des joueurs assez faibles. Alors ici je trouve donc paire de valet 19 single suited au bouton, donc c'est une main tout à fait légitime pour poursuivre une ouverture under the gun même d'un joueur assez serré. Alors on peut éventuellement 3 bet face à un joueur qui ne 4 bet jamais comme China Girl, sachant que même si encore une fois l'équité sera pas exceptionnelle face à un call pré-flop, on aura le fait d'avoir l'initiative post-flop est vraiment important pour pouvoir représenter pas mal de cartes. Mais en même temps, contre un joueur vraiment beaucoup plus décent, c'est une main qu'on voudra pas 3BT au bouton. Le fait d'avoir une paire de valets, ça rend notre main beaucoup plus attractive sur des pots non 3BT, sachant on a la possibilité d'avoir top 7, qui est vraiment le type de main où on aura envie de stacker dans des pots non 3BT. Alors que par exemple si on avait 9-10 valet dame single suited, je pense qu'on peut quasiment systématiquement 3BT. C'est une main qui joue beaucoup mieux dans des pots 3BT que 9-10 paire de valets. C'est un peu à l'image du no limit où on va suivre avec des pocket pairs, sachant que là encore c'est une main où on aura envie de stacker lorsqu'on floppe le brelan dans des pots non 3BT. Alors qu'on va 3BT pas mal de mains type suited connectors, etc. qui jouent mieux dans des pots 3BT. Donc je trouve un flop ma main rate complètement le flop ici. Donc même avec même l'absence de backdoor flush draw, donc uniquement des backdoor straight draw. Je décide de checker le flop après un check de China Girl. Alors c'est un check un peu curieux. J'aurais tendance à penser que sur un board comme ça qui touche assez souvent le range de l'adversaire, l'adversaire va quasiment tout le temps faire un continuation bet avec R. Donc je pense que c'est une ligne plutôt check call de la part de l'adversaire avec une main médiocre, éventuellement avec des tirages, mais le type de main qui n'a pas du tout envie de stacker sur ce flop. Donc je décide de simplement checker, en gros d'abandonner le pot avec la mince possibilité d'avoir un showdown gratuit où j'ai la meilleure main. Vraiment, si on commence à barreler ce flop, je pense qu'on devra au moins barreler flop et turn ou turn et river. Je pense qu'un seul barrel ne suffira jamais à faire folder la main de l'adversaire, vu que son range inclut pas mal de tirages et de paires. Alors il s'avère que donc il avait 4, 5, 7, 8 ici, avec tirage de couleur médiocre et middle pair. Alors j'aime vraiment pas cette ligne de check call avec ce type de main. Donc on a une main extrêmement vulnérable. Le continuation bet va faire folder pas mal de mains meilleures, donc comme la mienne ici, à savoir paire de valet. Et pour adopter des lignes check de type check call, je pense que c'est très important face à des bons joueurs. D'une part, ça permet d'équilibrer pas mal ces lignes, sachant qu'on n'a pas envie de check folder systématiquement et qu'un check signifie qu'on abandonne le pot systématiquement face à un bon joueur. Et on n'a pas non plus envie de trop faire de bet fold face à un bon joueur qui risque d'exploiter ça en raisant assez light au flop.
donc avec des semi-bluffs, voire des semi-bluffs très très faibles, en plus des mains avec lesquelles il va stacker. Donc j'aime bien les lignes check call sont assez importantes, mais je préfère une main nettement moins vulnérable. Donc ça pourrait être par exemple As-Roi 5-4 avec tirage de couleur, où là encore c'est pas une main où on a envie de stacker au flop. Je pense qu'en stackant au flop on aura une équité très moyenne. Mais en revanche on est prêt, on est vraiment on n'a pas de problème à suivre au moins 2 barrels avec ce type de main. On a quand même beaucoup plus d'outs face à une main type de top 2 pair au flop, qui va systématiquement évidemment miser le flop et turn sur un semi blanc. Je pense qu'on peut aussi check coller des mains type As2 4-5 double suited par exemple, qui ont là encore pas mal d'outs vers les nuts. Donc As2 4-5 double suited qu'on peut ouvrir au under the gun. Je pense que vraiment quand on adopte des in check call, c'est très important d'avoir des outs, pas mal d'outs vers les nuts, parce qu'on a vraiment envie de pouvoir check coller 3 barrels face à un joueur aggro, et donc on a besoin d'avoir des cartes qui nous permettent de check coller 3 barrels avec éventuellement check raiser la river évidemment si on est max ou pas loin. Un autre type de main où on peut check coller, c'est des mains type As-Roi Dame Valet avec tirage de couleur. Donc là cette fois on aura un tirage de couleur nettement plus décent, ou donc que ce soit au deuxième max, troisième max, où on sera beaucoup plus serein pour pouvoir check coller 3 barrels. Ici avec c'est quand même, donc ici avec cette main-ci, donc d'une part c'est une main très vulnérable au flop, ou sur un blanc on devra très certainement folder notre main. Donc pas mal de cartes on devra check folder le turn, type un 9 et plus sans trèfle. Et c'est aussi le type de main où lorsqu'on améliore, on devra certainement coller un deuxième barrel, mais on sera jamais vraiment encore une fois serein pour coller un troisième barrel. Et faire des guessing games hors de position au PLO, c'est vraiment une situation très compliquée, à moins d'avoir une lecture très fine de l'adversaire. Donc là une ouverture assez loose au cutoff. Donc en général, donc j'ai un jeu beaucoup plus loose sur ces tables que sur des limites plus hautes. Je pense que c'est une main qu'on va folder au cutoff, mais évidemment qui est une ouverture automatique au bouton. Alors ici donc je trouve middle pair avec des backdoor flush draw et backdoor strike draw. Évidemment je vais continuation bet face à un joueur extrêmement loose passif où je serai jamais relancé. Donc 2 paires au turn avec tirage couleur. Là encore je peux tout à fait bet folder face à un joueur de ce type là qui va jamais raiser sans minimum As-Roi. Alors je pense que c'est vraiment le type de main où on va quasiment tout le temps barreler, sachant que même contre un joueur relativement décent, sachant que c'est une main extrêmement vulnérable, et on a la possibilité de faire folder pas mal évidemment tous les as vont folder au turn sur un deuxième barrel, et une main type S2 4-5 par exemple a énormément d'équité contre nous, donc on a vraiment envie de faire folder cette main au turn. Enfin pas As2 4-5 mais plutôt As3 4 As3 4 6 par exemple.
Donc top pair avec gutshot au flop. Et ensuite, je pense qu'on peut éventuellement transformer sa main en bluff à la river sur une main type dame, valet, donc Broadway card pour faire folder deux paires floppées. Donc je pense que As-2 est typiquement une main qui va tout le temps suivre flop et turn, mais je pense qu'on peut tout à fait barreler river pour faire folder ce type de main. Je pense que As-7 aussi peut éventuellement simplement flatter le flop et turn. Et enfin, on a aussi la possibilité de bluffer en représentant les piques, là encore pour faire folder ce type de main type de paire. Alors évidemment, contre un joueur loose passif, il y a je pense qu'il y a vraiment aucune valeur à miser de paire à la river. Et je pense vu son profil, on peut tout à fait check-folder cette river. Alors contre des joueurs, je pense que la décision river sera plus compliquée contre pas mal de joueurs. C'est vrai qu'on a une main où les draws, tous les draws ont raté sur cette main, donc à la fois les piques et les cœurs. Alors la question c'est est-ce que l'adversaire va souvent transformer des mains faites entre guillemets en bluff. Je pense que l'adversaire aura très souvent une paire d'as au moins sur ce board. Et je pense qu'il a fait une fois qu'il suit le turn, il peut pas simplement avoir un simple tirage de couleurs. Donc je pense qu'on peut check-folder river contre pas mal de joueurs, sachant que très peu de joueurs transforment leur main en bluff, même avec avec des mains horribles type paire d'as et paire d'as nu, voire inférieur, type paire de 7 et une simple paire de 7. Donc la ouverture, je pense, standard, under the gun, mais ça reste une main malgré tout marginale comme ouverture sur des tables assez décentes. Évidemment, avec une main single suited, ça serait une ouverture beaucoup plus confortable. Je pense que c'est une main qui peut éventuellement être foldée under the gun sur une table assez solide. Là, je pense que c'est une main relativement décente pour ouvrir au cut-off. Donc, je trouve top to pair avec tirage de quinte et backdoor flush draw. Donc, je pense que vraiment face à un donk bet d'un joueur assez aggro, j'ai évidemment qu'une seule chose à faire, c'est suivre au flop. Il est hors de question de stacker au turn au flop, je pense, même si j'ai pas une équité trop mauvaise.
Alors ici, je décide de relancer le turn avec tirage de couleurs et à nouveau top to pair, mais où j'ai quand même 6 outs face à une quinte par exemple, donc avec dame 8-7. Donc j'ai une équité quand même vraiment assez importante face à tirage de quinte. Je pense qu'on va faire quelques calculs d'équité pour avoir un peu les équités en tête. Donc si on regarde par exemple face à une main type 4-5 qui peut tout à fait être dans son range. Donc on voit qu'on est quasiment en coin flip face à 4-5, donc vraiment un raise turn qui est assez standard, sachant que en plus les joueurs vont, c'est une main qui est extrêmement déguisée. C'est-à-dire que les joueurs aggro vont essentiellement nous mettre sur les nuts ici, et vont souvent essayer de représenter des cartes à la river, que ce soit le tirage de trèfle ou le board qui ajoute une paire, donc pour représenter le full. Et face aux nuts, évidemment, on est dans une situation beaucoup moins profitable, donc avec seulement 33% d'équité. Mais malgré tout, je pense que sur un donk bet, il a un range quand même bien plus large que les nuts. Donc si on regarde face à toutes les quintes possibles, je pense qu'on a une équité vraiment pas trop mauvaise, donc autour de 40%. Mais donc l'idée de ce type de relance, c'est vraiment d'apporter de la déception dans son jeu, en plus de la possible fold d'équité. C'est-à-dire que vraiment beaucoup de joueurs aggro vont essayer de représenter des cartes comme ça. C'est pour ça que le bet sizing est assez faible ici. Alors en plus de ça, donc on a évidemment pas mal de fold d'équité face à des mains type 7, 8, 9 par exemple, contre lesquels on a vraiment envie que l'adversaire fold ce type de main où il a pas mal d'équité. Après donc le bet sizing, c'est vrai que c'est un sujet assez complexe ici. C'est-à-dire que avec simplement les nuts qui sont dans mon range, c'est-à-dire que je peux très bien slow player le 9-10 au flop avec l'intention de raiser pas mal de river, pas mal de turn pardon, avec 9-10 sans aucun redraw. J'aurais évidemment plutôt tendance à relancer à hauteur du pot afin de stacker sur ce turn, ou afin qu'il ne reste quasiment pas d'argent sur la river, parce qu'évidemment ma main a énormément de besoin de protection. Alors après je pense que dans mon range j'aurais donc pour ce type de sizing, j'aurais ce type de main, donc extrêmement déguisé, mais avec une équité décente contre pas mal de mains au turn. Et en plus de ça, j'aurais dans mon range des mains type 9-10 avec redraw. Donc ça peut être 9-10 avec tirage de trèfle essentiellement. Ou là encore, j'aurais
j'adopterais un sizing plus faible afin que l'adversaire représente des trèfles en bluffant à la river. Et éventuellement, je peux avoir un semi-bluff qui décide de folder, de folder sur un shove turn. Donc ça peut être juste top to pair par exemple, ce type de main. Avec un peu d'outs sur le raise turn, mais qui a un fold standard sur un shove au turn. Vraiment contre des joueurs aggro assez difficiles à jouer, ce type de relance déceptive, donc où l'adversaire va essentiellement nous mettre sur les nuts au turn, mais avec une équité décente et très très importante au PLO, afin de ne pas être exploité à la river. Alors c'est vrai que pour juste un dernier point sur cette main, je pense qu'avec un tirage de couleur médiocre comme c'est le cas ici, donc au 8, je pense qu'on peut aussi raiser à hauteur du pot afin de maximiser la folle équité, sachant que on n'aura pas un call river aussi profitable que si on avait un tirage de couleur supérieur, sachant qu'il aura rarement dans son range des tirages de couleur inférieurs. Typiquement, je pense que s'il call avec un tirage de couleur sur ce type de board, il aura sûrement un combo draw. Donc ça peut être par exemple valet 9 de trèfle, une main type 7-8-9 valet avec valet 9 de trèfle. Donc s'il a un tirage de couleur dans son range, il sera souvent supérieur au mien, ce qui rend un peu moins attractif le fait de miser faible au turn, afin de suivre une mise à la river avec quand un trèfle vient à la river, alors qu'avec un tirage couleur supérieur, donc si on avait par exemple As-Roi 8-8 avec donc deux trèfles, donc soit à l'As soit au Roi. Je pense que un bet sizing plus faible fait plus de sens, de toute façon qu'on aura toujours un meilleur tirage de couleur que l'adversaire. Alors vraiment ce genre de détails, c'est-à-dire essayer de déterminer quelle est la hauteur des tirages de l'adversaire parmi ces 4 cartes, vu les actions passées. C'est vraiment un jeu, enfin des réflexions qui peuvent paraître très détaillées, mais je pense que c'est vraiment des détails qui sont très importants face à des bons joueurs. C'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que l'Omaha c'est un jeu avec une variance énorme, mais où l'edge vient de pas mal de petits détails de cet ordre-là. C'est-à-dire la capacité à vraiment avoir une bonne idée du range de l'adversaire, pas simplement savoir s'il est sur un tirage de couleur, un brelan, etc., mais savoir exactement, essayer de déterminer le plus finement possible ces cartes. Donc là, en revanche, une très bonne main pour ouvrir, que ce soit under the gun ou under the gun plus 1. Donc avec As-Dame Valet single suited. Donc là, je mise top 7. Je pense c'est évidemment une mise pour valeur. Alors j'aurais une décision assez difficile contre un joueur aggro. En cas de relance contre un joueur loose passif, je pense qu'il raise jamais sans le jeu de max ici, donc ça sera une décision beaucoup plus facile. Contre un joueur très aggro, c'est vrai que a priori
j'aurais du mal à folder top 7 même sur un board assez dangereux avec pas mal de possibilités de jeu max au flop. Et une fois qu'il suit le flop, évidemment, il n'y a aucune raison de s'arrêter. Là encore, j'aurais, je pense, un bet fold assez facile, sachant que je peux représenter tout à fait le jeu max ici sur ce turn. Alors de temps en temps, il me bluffera avec un combo draw type tirage de couleur et 7 inférieur au flop. Mais ou alors un wrap et un tirage de couleur au turn. Mais je pense que dans l'ensemble, mon équité sera trop faible si je décide de stacker. Donc là, une main, à nouveau, une main qu'on préférera flatter contre un joueur difficile, capable de 4BT assez light. Mais j'aurais 3BT contre ce joueur vu qu'il 4bet jamais s'il avait un stack plus profond. Mais vu il est simplement à moins de 50 BB, j'ai décidé de flatter et donc de voir un flop, sachant que je pense qu'il partira beaucoup plus souvent un tapis avec un stack de ce type là. Donc évidemment avec top 7 sur ce board, je pense qu'il n'y a pas d'autre jeu pas d'autre ligne possible que de raiser le flop face à un continuation bet. Alors on peut se dire que c'est un board hyper drawy, on pourrait avoir tendance à attendre une carte une bonne carte au turn pour stacker. Mais je pense qu'on peut tout à fait faire ce type de ligne avec top 2 ou bottom 7, éventuellement middle 7. Mais avec top 7, ça serait vraiment une grosse erreur, sachant que on veut avoir, je pense que middle 7 va toujours, voire bottom 7 va toujours stacker ici face à un raise au flop, que ce soit un joueur médiocre ou un bon joueur pour différentes raisons. Mais je pense qu'on perd trop de valeur à vouloir attendre un safe turn face à des mains type middle 7 et bottom 7, sachant que encore une fois un peu à l'image d'une limite, pas mal de turn cards vont tuer notre action face à ce type de main. Mais en revanche, comme je l'ai dit, avec des mains inférieures, des mains faites inférieures type top 2, bottom 7, et je pense que middle 7 ça reste probablement un raise, mais je pense que les deux lignes sont tout à fait envisageables.
Là, on peut tout à fait flatter le continuation bet afin d'attendre de relancer sur un safe turn, sur un turn donc sur un blank turn en gros. Mais là, en plus, ma main est, meilleure que simplement top 7, sachant qu'on a des bloqueurs sur les quintes, ce qui est assez utile si on est face à un gros wrap sur ce flop. Donc là, évidemment, c'est une river où j'aurai assez rarement la meilleure main. Alors j'ai pas vu l'action en haut à droite. Donc j'ai relancé un limper, apparemment très loose passif encore une fois, du small blind. Donc là, comme j'ai expliqué assez souvent, c'est le type de main contre un limper décent qu'on voudra vraiment pas relancer, mais contre un joueur qui a l'air très très faible, on peut se permettre de relancer plus de mains depuis les blindes. Donc ici je fais un continuation bet, donc là le sizing est standard, il y a vraiment très très peu d'intérêt à miser plus sur ce type de board assez dry, même s'il y a un tirage de couleur au board, au flop. Donc j'ai un tout petit peu de valeur ici face à un as inférieur, mais c'est essentiellement une mise pour protection, mais aussi valeur contre des tirages de couleur, mais aussi protection contre des mains faites très faibles, type 4, 5, 6, 6 par exemple, qui ont quand même pas mal d'outs sur ce flop. Alors en bas à gauche, Isolation Raise standard du hijack avec donc 5, 6, 8, 9 single suited. Là encore, c'est le type de board où on va vraiment abandonner ce pot systématiquement. C'est un board qui va toucher pas mal le range du call caller au small blind, et on a quasiment aucune équité en cas de call. Même si on a un double gutter, on a seulement 3 cartes vers les nuts, c'est-à-dire le 7 qui n'est pas un pic. Donc vraiment très très peu de cartes vers le jeu max, et le valet, c'est vraiment pas une carte où on aura envie de faire face à pas mal d'actions, même si on aura une quinte. Donc vraiment, je pense que le check est bien meilleur avec l'intention d'abandonner le pot et la possibilité d'améliorer tout de même notre main vers le jeu max sur le flop. Bon, alors ici sur le river, je pense que les deux lignes sont possibles. On peut checker, avoir un showdown gratuit et espérer avoir la meilleure main avec les paires de 6, ou bluffer river et essayer de faire folder des mains type paire de 7 à paire de 9, voire un 10. Je pense qu'avec une ligne où on check flop et turn, les joueurs adverses sont quand même très très suspects sur une mise rivière comme ça, ou qui ne change rien au board. Beaucoup plus au PLO qu'au no limit en fait. Je pense qu'on fait face à des calls souvent très très light quand mise river après avoir checké flop et turn. Mais bon, notre main est quand même très très faible, et il y a pas mal de mains qui vont devoir folder, comme je l'ai dit, paire de 7, paire de 9 et certainement paire de 10. Donc je pense que les deux possibilités sont envisageables, check ou mise river. Bon, il s'avère que j'ai choisi le showdown gratuit et je remporte tout de même le pot face à paire de 3.
Oui, sur cette main, j'aurais pu faire un delayed continuation bet, c'est-à-dire miser au turn après un double shake de l'adversaire qui montre énormément de faiblesse. Je pense que le delayed continuation bet est une arme assez importante. On n'en a pas trop vu dans cette vidéo, sur cette session, mais je pense que c'est sans doute au moins aussi utile qu'au No Limit, voire plus. Sachant que c'est quand même très difficile de défendre face à un delay constitution bet si on a très peu d'équité, une main médiocre au turn. Donc toujours un jeu très serré hors de position. Je pense qu'il y avait une seule chose à retenir de ces vidéos, ce serait ça. Jouer trop de mains hors de position, c'est vraiment très difficile de trouver du profit quand on joue trop de mains hors de position. Donc là encore une fois un fold, même si le Newman n'avait pas 3 BT, j'aurais foldé au small blind. Ça peut paraître être un fold assez serré pour les joueurs qui viennent du no limit, mais c'est vraiment un type de main horrible à jouer hors de position. Donc là en revanche un 3 bet standard, donc avec valet 10 9 6 double suited. Donc beaucoup de 3 bêtes au small blind, qui est évidemment la pire position pour flatter, sachant qu'une fois qu'on flatte, on sera assez souvent multi-way avec une défense en plus du big blind. Donc je pense que là aussi c'est quelque chose qui se rapproche du no limit, dans le sens où on va plus 3 BT au small blind qu'au big blind, on va plus faire de défense au big blind qu'au small blind. Mais là encore, il faut toujours avoir à l'esprit les mains qui jouent mieux dans les pots 3 BT que dans les pots simplement ouverts. Mais donc typiquement ce genre de main est nettement favorable dans les pots 3 BT. Après, le type de main où on pourra éventuellement 3 BT hors de position, là encore c'est similaire au no limit, c'est les doubles paires, sans doute au moins single suited, c'est-à-dire des mains du type 5-5, 7-7, single suited par exemple, où on pourra tout à fait 3 BT hors de position. C'est vraiment similaire au play qui consiste à 3 BT les pocket pairs hors de position face à une ouverture en fin de parole. C'est-à-dire que c'est des mains qui jouent vraiment très bien post-flop. C'est-à-dire qu'on aura des décisions très simples, et il y a énormément de déceptions dans le cas où on touche un brelan. Donc là encore un jeu pré-flop assez similaire au no limit en fait. Donc là isolation raise très loose. Je pense que bon, on a vu quand même un joueur extrêmement faible, donc on peut évidemment faire un isolation raise avec énormément de mains. Contre alors c'est vrai que je parle parfois de limper décent. Je pense que c'est le PLO, contrairement à tous les autres jeux en fait, c'est un jeu où il peut éventuellement y avoir des limpers tout à fait décents. Et limper pré-flop, bon c'est pas quelque chose que je fais, mais certains bons joueurs le font, et c'est pas forcément synonyme de faiblesse au PLO comme ça peut l'être au no limit.
Donc ici je suis call 3BT par le small blind. Je pense que là je dois folder sur le 3 bet. C'est vraiment une main très très faible ici. Donc je fold. Alors là en bas à gauche j'ai joué une main un peu bizarrement. Je pense que là j'ai pas trop d'explications sur la façon dont j'ai joué cette main. Je vais revenir donc en bas à gauche où j'ouvre évidemment valet 10 8 6 au bouton face et donc call du small blind. Alors, je pense que vraiment le draw est j'ai un trop gros draw face à un short stack pour ne pas vouloir stacker au flop. Alors c'est vrai que dans mon esprit je l'ai vu énormément flatté avec toujours systématiquement un as en main. Donc dans mon esprit je le voyais minimum avec top pair, decent kicker et souvent minimum 2 paires, auquel cas mon équité n'était pas géniale si on partait à tapis, mais malgré tout je pense que évidemment j'aurais dû bet coller le flop. Et donc je décide de coller le turn. Donc là c'est un peu plus standard avec tous mes draws, sachant qu'il a quasiment misé le pot au turn. Encore une fois c'est un board qui touche pas mal sa range, donc je pense que le call est tout à fait standard. Bon, et je décide de bluffer river. Bon là encore je pense que c'est bon, ma main a absolument aucune chose d'équité, donc encore une fois il n'y a pas vraiment de je pense que c'est un shove obligatoire à la river pour faire folder soit un draw de sa part, soit une paire d'as sans avoir de paire. Donc je vais commenter une dernière main, donc en haut à droite, donc où je trouve donc les nuts au flop. Donc évidemment c'est assez facile à jouer. Donc là je fais un sizing standard sur ce type de board. Donc c'est un type de board évidemment contrairement à No Limit où le sizing on n'a pas vraiment besoin de protection sur ce board. Et donc enfin dans l'ensemble on aura quand même un range qui va pas mal rater ce type de board, mais où on aura une descente folle d'équité, sachant que l'adversaire peut difficilement faire autre chose à moins d'avoir lui-même une couleur ou un brelan, éventuellement 2 paires s'il est vraiment tenace. Mais malgré tout ça reste un range qui va être assez minoritaire, et donc on aura pas mal de folle équité sur ce board. Donc on peut se permettre de miser de manière assez faible au flop. Alors évidemment avec les nuts on a envie de plus maximiser la valeur, mais encore une fois c'est une question d'équilibre de sizing face à tout notre range, et je pense que c'est un concept qui est encore plus important au PLO qu'au No Limit. Une fois qu'il flatte le flop, là je fais un sizing plus important. C'est un sizing plus important que j'adopterai également avec des 2 barrels bluff ou semi-bluff. Donc on va s'arrêter là pour sa dernière partie de PLO. Donc comme j'ai dit, je vais refaire du No Limit dans les prochaines vidéos, et si je refais une série bientôt de PLO, ce sera plutôt high stakes, et comme ça on pourra attaquer des concepts un peu plus approfondis. Je pense qu'on a touché un peu le sujet. Je pense que ça a permis peut-être de comprendre pourquoi le PLO était un jeu quand même assez complexe,
où pas mal de décisions se font sur des petits détails. En général, l'edge se construit vraiment sur pas mal de détails et les edges sont quand même assez faibles dans l'ensemble, ce qui est assez marrant, sachant que le PLO est un jeu avec une variance assez énorme sur les hautes limites. En tout cas, j'espère que cette série PLO vous aura intéressé. N'hésitez pas à faire des commentaires sur les forums sur cette série, comme ça pour savoir un peu comment améliorer les choses pour la série suivante de PLO si j'en fais une dans un futur proche. Et bah, je vous dis à très bientôt sur les forums. Bye bye.